Pio, alors je citais tous les sujets polémiques, c'est une réalité, hein. Il y a une véritable opposition de certains syndicats de médecins à ce principe de délégation de compétences. Et pourtant, si on regarde aujourd'hui notre système de santé tel qu'il fonctionne, il y a déjà pas mal de délégations de compétences qui existent. Alors effectivement, moi je ne suis pas apte à juger chacune de ces situations, mais en revanche, clairement, l'exemple le plus connu et le plus ancien, c'est le 15. Quand on appelle le 15, heureusement, on ne tombe pas sur un médecin réanimateur. Donc ces plateformes de régulation, donc c'est de la télésanté déjà, c'est un des actes de télésanté, on est à distance, on utilise des outils numériques. Et pour le coup, on parle à des régulateurs qui sont non médicaux d'ailleurs et qui permettent au système de fonctionner. Imaginez si n'importe qui appelle le 15 dans la région tombait sur le numéro du médecin réanimateur, ça ne fonctionnerait pas tout bêtement. Donc cette délégation de tâches, cette hiérarchisation des tâches, l'utilisation de plateformes de régulation, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps et qui est indispensable. Après, la question, c'est comment on le transfère à d'autres cas d'usage. Ouais. C'est valable également les ophtalmos. Hein. Les ophtalmos délèguent aussi pas mal de tâches aux orthoptistes quand on va faire vérifier sa vue. Hein. Oui, absolument. Il y a des disciplines où c'est déjà développé, mais il y a aussi les assistants médicaux qui commencent à naître dans les cliniques, en urologie, on en voit pas mal. Donc il y a pas mal de disciplines où c'est déjà en place. Et de fait, on pourra en rediscuter, mais il y a des sujets comme la télésurveillance médicale ou la téléexpertise où ça devient absolument indispensable de réguler finalement parce que le système ne fonctionne pas à cause de fonctionnement anarchique au fil de l'eau. Antoine Pio, on voit ces outils aujourd'hui numériques qui facilitent pas seulement la coopération, mais également finalement tous les protocoles. Et une fois, je pense que les médecins y seront, ils n'auront plus envie de revenir en arrière au papier et à des formules, des manières plus lourdes. Ce que l'on a vu et ce que l'on voit depuis le début de cette université, c'est on se pose la question, est-ce qu'on est dans un oasis ou un mirage sur la santé numérique? Finalement, on y a tous cru. Pendant le Covid, vous l'avez rappelé d'ailleurs tout à l'heure, tout s'est développé. Les patients sont prêts, quoi qu'on en dise, à y aller. Et puis aujourd'hui, il y a un recul en arrière et un recul aux vieilles habitudes. Et l'un des constats que l'on mettait dans cette même salle hier matin, c'est qu'on a beaucoup pensé technologie. Alors, on a beaucoup démontré ici toutes ces dernières années et on amenait des nouveaux logiciels, des nouvelles choses sur tablette, des nouveaux outils pour faire des opérations à distance, et on était peut-être focalisé sur des petites briques de Lego qu'on rajoutait les unes aux autres ou des petits patchs qu'on mettait au système de santé. Vous allez plus loin et vous nous dites arrêtons de nous focaliser justement sur ces innovations numériques, techniques, informatiques, technologiques, tout ce qu'on voulait. Il est temps de repenser la totalité du parcours patient. Alors pour vous qui êtes praticien, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à vos patients de repenser, refaire d'une page blanche quasiment la totalité de leur parcours? Alors, pour revenir au sujet de base, donc la délégation de tâches. Donc, effectivement, nous, médecins, on veut tout contrôler. Mais sauf que les patients, on les voit 15 minutes, tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans. Donc, ça n'a aucun sens. Et on se dit, mince, mais si quelqu'un fait 99% aussi bien que moi, mais il manque 1%, le patient est en danger. Oui, mais s'il voit 10 fois plus souvent que moi, je pense qu'il est gagnant finalement. Donc, on a besoin de revoir notre manière de fonctionner. Donc, nous, on veut suivre les patients quand ils vont bien. Et finalement, s'il y a une petite erreur d'évaluation quand quelqu'un va bien, c'est moins grave que quand il va très mal. Donc, on change de paradigme. Donc, par exemple, sur le Gérontopole, on a mis en place une télésurveillance des personnes âgées qui vont bien, avec ICOP Monitor. Donc, on en suit 35 000 en Occitanie à distance. Ça veut dire quoi, juste en 30 secondes, très concrètement? En fait, les gens s'auto-évaluent à distance avec... tous les jours? Tous les jours avec une application... non, pas tous les jours, pardon, tous les 6 mois. Oui, tous les jours. 2 fois par jour. Donc, tous les 6 mois avec une application mobile, ça prend 15 minutes, ou avec l'aide d'un aidant. On reviendra aussi à l'acceptabilité des outils numériques. Hein. Donc, il y a des modes de passation des RAD qui sont absolument indispensables. Donc, il y a une évaluation à distance tous les 6 mois des personnes qui prend 15 minutes, grosso modo, quand ils vont bien, d'accord, et pas quand ils vont mal. Donc, on suit 35 000 patients avec l'application mobile. Et finalement, tout le monde voit application mobile. Et y compris le gouvernement, la DGS, c'est génial, on va mettre cette application mobile partout. Alors, il dit maintenant, une application mobile, c'est un formulaire qu'on a numérisé. Donc, ça, c'est... Oui, vous pouvez le faire si vous voulez, ça va vous coûter 3 000 balles, mais ce n'est pas un changement de système de santé. Donc, derrière ce formulaire, ça vaut mieux l'appeler formulaire finalement, derrière ce formulaire numérique, les données vont quelque part. Donc, il faut une base. Mais cette base de données, il faut qu'elle permette aux professionnels de travailler ensemble. Donc, il faut une base collaborative.
puis, suivre 35 000 patients, moi, je ne peux pas regarder les données de 35 000 patients toute la journée. Donc, ça veut dire qu'il faut des algorithmes, des alertes. Et je dois m'occuper des patients. Donc, ça veut dire qu'il faut former des gens à suivre ces alertes. Donc, des aides-soignantes formées, des infirmières de pratique avancée, donc des nouveaux métiers, de la délégation de tâches. Et finalement, ça, c'est 99% du projet. L'application mobile, c'est un détail. Et si c'est un chatbot, c'est un chatbot. Si c'est un formulaire papier, pourquoi pas? Mais on s'en moque, quoi. Donc, on met en avant chaque fois la face émergée de l'iceberg et on oublie tout ce qui se passe derrière. On se dit qu'on met en avant le côté techno-sexy, mais finalement, pas que dans les médias, aussi dans les administrations publiques et les systèmes de santé. Donc, c'est finalement le côté pub marketing fonctionne avec tout le monde. Mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière ce qui coûte cher, c'est pas l'appli, c'est la plateforme de télésurveillance médicale, qui est un outil numérique très complexe. C'est la nouvelle organisation, ces nouveaux métiers qui sont pas rémunérés. L'assurance maladie ne rémunère pas une aide-soignante pour suivre des alertes de télésurveillance sur une plateforme numérique. Donc, c'est des nouveaux financements à trouver, des nouvelles formations, des nouveaux métiers. Donc, c'est à ce prix-là qu'on peut vraiment changer le système de santé. Et qu'est-ce qui coince là-dedans? Est-ce que c'est l'aspect budgétaire qui va coincer ou bien c'est une nouvelle fois l'aspect un peu psychologique, changement d'habitude, nouveaux métiers? Donc, je pense qu'il y a la peur. Tout le monde sait très bien que la prévention, c'est rentable. Hein, on est d'accord. Il vaut mieux dépenser. C'est rentable à terme, on le rappelait hier. C'est rentable dans 10 ans, pas immédiatement. Voilà. La question, c'est à qui on s'adresse et quelle est son échéance. Est-ce qu'il doit rendre des comptes dans 1 an ou dans 5 ans? Si c'est dans 5 ans, ça va peut-être l'intéresser. Si c'est dans 1 an, il va juste voir une dépense. Donc, effectivement, il y a cette peur d'ouvrir les vannes, d'avoir des dépenses à court terme quand on a une vision à court terme. Et puis après, effectivement, il y a la méconnaissance. Et c'est vrai que le fait que les médias soient inondés par l'IA, les technos, avec pour le coup des croyances complètement délirantes, parce qu'actuellement, l'immense innovation en santé, c'est un agenda partagé. On fait mieux. Et le déploiement de la visio pendant la Covid, bon, ça faisait rire les jeunes étudiants ingénieurs. Wow, ils ont mis de la visio, incroyable. Il y a 60 ans, on allait sur la Lune. En 2023, nous, on met de la visio en France, quoi. Donc, l'innovation techno, on la survend terriblement. Nous, on a surtout besoin de changement des pratiques, de changement du système de santé, mais ça, personne n'est réellement prêt. À part les patients, les professionnels de l'administration ne sont pas prêts. Donc, pourquoi? Il faut qu'on les brutalise et il faut finalement qu'on fasse des pilotes nous-mêmes, qu'on change nos pratiques nous-mêmes sur fond propre, à fond perdu, et qu'on leur dise, vous voyez, ça marchait, donc ça marche, donc mettez un peu d'argent dedans, maintenant qu'on vous a démontré à perte que ça fonctionnait, quoi. Ouais. Dans les outils d'Inno, vous parliez d'agenda partagé. L'agenda, il influe aussi sur la manière dont on va travailler. Donc, on va travailler un médecin. Ça fait partie, vous dites, des avantages de la délégation de tâches. On peut déléguer, mais à condition qu'en tant que médecin, praticien, on organise aussi son activité quotidienne. Absolument. Ça veut dire quoi? Ça, le plus bel exemple, c'est la téléexpertise. La téléexpertise, c'est un professionnel qui demande l'avis d'un autre professionnel à distance. Ça, on en fait de manière massive. Mais comme l'a dit Nicolas, on le fait par SMS, par Gmail, de manière complètement illégale, non tracée, non sécurisée. Et puis surtout, nous, on est sollicité tout le temps. Pendant une journée, on estime qu'il y a une interruption de tâche toutes les 7 minutes. Donc par SMS, par mail, par téléphone, à l'oral, on reçoit même des courriers, des fax, parce que nous, on a des fax. Donc on est tout le temps. Donc ça, c'est pas efficient. C'est-à-dire qu'on n'est pas concentré. Donc, pour le coup, il y a un problème de sécurité. Et puis, on perd énormément de temps. On estime qu'on perd 1 heure de travail par jour par médecin hospitalier. Je suis désolé, j'ai une vision hospitalière, mais le reste, je ne connais pas bien. Donc, 1 heure par médecin. C'est monstrueux, la perte financière. Donc, on leur dit, voilà, organisez-vous différemment. Vous dédiez 1 heure de manière asynchrone par jour ou une demi-journée par semaine, comme vous voulez, ou vous faites une rotation entre médecins. Et en dehors de ce temps-là, on ne peut pas vous solliciter. Mais pour pouvoir faire ça, là, pour le coup, il nous faut de la techno, il nous faut un outil. Donc, il nous faut un outil dédié de téléexpertise qui permet de dire à tous les requérants, déjà, vous passez par cet outil. Donc, pour leur dire ne passez pas par WhatsApp, il leur faut une alternative. Mais ne passez plus par WhatsApp, vous passez par cet outil. Et dans cet outil, il vous dira si je vous réponds dans les 2 heures, si je vous réponds dans les 24 heures, si je vous réponds dans les 72 heures, si mon temps de réponse il est différent le week-end et la semaine, ça je le paramètre une fois pour toutes. Et moi, ça va me permettre de travailler sereinement, d'être moins dérangé, potentiellement d'avoir moins de burn-out et d'être plus efficace et plus sécuritaire dans mes réponses. Donc, il y a des moments où la techno est absolument indispensable, mais ça nécessite en amont que les gens se réorganisent. Et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement sur le CHU de Toulouse. C'est notre grand projet des 12 mois, là, c'est de déployer de manière massive la téléexpertise, de manière organisée, sécurisée. Et l'hôpital a tout à y gagner.
Déjà, on va passer d'une heure de dérangement inefficace par jour à quelque chose de beaucoup plus organisé. Et après, on va pouvoir facturer cette activité à l'assurance maladie qui, jusqu'à présent, était faite gratuitement. C'était mal fait, c'était fait de manière illégale, c'était fait gratuitement. Et en plus, ça impactait notre qualité de soins pour les autres patients qui étaient en présentiel. Donc, bien entendu, la techno, quand elle est bien utilisée, elle peut apporter une meilleure qualité de soins. Ce n'est pas à la place d'eux, ce n'est pas moins d'humain, c'est juste les personnes qui sont en face de vous sont vraiment en face de vous parce qu'elles ne sont pas dérangées 10 fois pendant qu'elles vous parlent. Et à côté de ça, on peut donner des avis pertinents et posément à des gens qui sont à 200 km et qui n'ont pas forcément accès à une expertise équivalente autour de chez eux. Donc on peut vraiment apporter... Rapidement, puis Nicolas Omer, sur ce point aussi, ChatGPT ou intelligence artificielle, en lien avec la délégation de tâches, parce que c'est aussi le thème de notre session ce matin, vous imaginez des changements importants, de la massification si importante en surveillance ? Je pense qu'à partir du moment où on s'intéresse aux patients quand ils vont bien, on s'intéresse à beaucoup de personnes, on recueille beaucoup de données. Donc il y a une masse de données qui fait qu'on ne peut pas la traiter avec les méthodes conventionnelles. Donc il faut de l'algorithmie, de l'IA, etc. Et le point important à mon avis, c'est qu'il ne faut absolument pas que cette IA soit une boîte noire. Il faut vraiment que les professionnels s'y intéressent, qu'ils ne se laissent pas un peu enfumer, ce n'est pas si compliqué que ça. Donc il faut qu'ils aient la main mise sur le paramétrage des algorithmes, parce que d'autant plus que juridiquement, ils ne pourront absolument pas se reposer dessus. On ne pourra pas dire c'est pas moi, c'est l'IA. Si j'utilise l'IA, j'en prends la responsabilité. Donc je dois savoir comment ça fonctionne, quels en sont les avantages, quelles en sont les limites. Donc je pense que ça aura évidemment sa place dans le parcours de soins, mais il faut vraiment que les professionnels de santé s'y intéressent.